Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Mania International? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, Mania International, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, on va regarder la description ici de Coifin. Donc, on va le mettre en français. Et ça donne quoi ici? Donc, Mania International conçoit fabrique des composants, des assemblages, des systèmes, des sous-systèmes et des modules pour les fabricants d'équipements d'origine de véhicules et de camions légers du monde entier. Donc essentiellement, en fait, c'est un sous-traitant pour les compagnies comme Ford, General Motors, Stellantis, ce genre de choses-là. Donc, vous savez que, par exemple, les compagnies automobiles, elles ne fabriquent pas tout en fait. D'accord. Donc, elles sous-traitent certaines parties certaines parties de leur voiture. Elles sous-traitent par exemple, voilà, je prends un exemple. Hein. Elles sous-traitent par exemple les sièges automobiles. Donc, il y a une entreprise qui va s'occuper de fabriquer uniquement les sièges automobiles. Et la compagnie automobile va juste les poser. OK. Donc, généralement, si on fabrique par exemple une Mercedes S, disons, le S206, je prends un exemple bête, hein, S520, on va le faire comme ça. S520, dans le modèle S520, si vous avez le contrat de fauteuil dans le modèle S520, dans tous les modèles S520 qui vont être vendus, c'est la compagnie Mania International qui va faire les fauteuils automobiles. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'on les appelle. Les sièges automobiles, pas les fauteuils. Mon Dieu, c'est pas possible. Sièges automobiles, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc, il n'y a pas que ça. Okay. Quand on va sur le site de Mania International, par exemple, vous allez voir au niveau des produits, par exemple, je prends ça, site complete, juste pour voir à peu près à quoi ça ressemble ici. Nous avons à peu près des choses comme ça, d'accord, des sièges, d'accord. Vous avez également de la mousse, c'est un type de mousse, dépendamment. Je pense qu'il y a également des contrats pour ça. On m'a essayé les produits structurels ici. À quoi ça ressemble ici? Structural product, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, c'est un peu compliqué, c'est trop long. Donc, on va regarder ça ici, par exemple, le Power and Vision. Donc, on a les Electrify Powertrain, donc la transmission électrique, donc je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais bon, à la fin de la journée, pour ceux qui sont dans l'automobile, vous allez comprendre. Donc, ils vendent à peu près ce genre de choses-là, les trucs en bleu, là, donc dans différents types d'automobiles électriques. Donc, on a le PHEV. Donc, PHEV, est-ce que c'est pas hydrogène, un truc comme ça? Dans tous les cas de figure, donc dans ces différents types de voitures, ils peuvent s'occuper du powertrain ou bien du service du système de transmission. Donc, vous avez ce genre de choses-là. Donc, ils sont déjà tournés vers la voiture électrique. OK? Donc, ils ne font pas que ça. Vous avez vu, il y a énormément de produits ici, mais également, maintenant, il faudrait savoir, au niveau de ces produits-là, qu'est-ce qui nous rapporte le plus d'argent? Maintenant, il y a également les châssis, les structures automobiles, ce genre de choses-là, ils vendent également ça. En tout cas, ils ont la capacité de le faire. OK? Donc, c'est une compagnie un peu dans le même style que Continental, dans le même style que Forcia, dans le même style que Michelin, mais dans son compartiment, Michelin, ce sont les roues, je comprends parfaitement, mais dans son compartiment, c'est un fabricant, c'est un sous-traitant pour les compagnies automobiles. Quand je dis sous-traitant, dans une certaine mesure. Donc, maintenant, elle est très liée au secteur automobile. Très liée au secteur automobile, ça veut dire qu'on est cyclique, ok? C'est-à-dire également que les taux d'intérêt nous affectent de manière indirecte. Pourquoi? Parce que notre consommateur final, donc notre client final qui est la compagnie automobile, donc la compagnie automobile, si elle est affectée parce que les taux d'intérêt ont augmenté, on sera également affecté parce que les volumes vont baisser. Donc tout est lié. Généralement, ce genre d'industrie ne se négocie pas avec des marges très très élevées. Et généralement, dans ce genre d'entreprise, je demande toujours à ce qu'on me donne une... Voilà, je paye toujours... Il faut toujours avoir une marge de sécurité et toujours se dire que le cycle actuel peut se retourner très très rapidement. Donc ici, quand on regarde les revenus de cette compagnie-ci, on ne va pas beaucoup s'attarder sur les revenus. Ce que je veux vous montrer ici, c'est si les revenus sont stables ou croissants. D'accord? Vous voyez que les revenus sont à peu près croissants sur les dernières années. Admettez, en 2008, on a eu notre dernière crise ici. Après la dernière crise, on a une croissance des revenus. Donc, on a une croissance des revenus ici. Est-ce que la croissance des revenus est organique ou bien par acquisition? Donc, quand je prends ici le niveau de croissance des revenus ici, à peu près sur les 12 derniers mois ici, on a 11% de croissance. D'accord? Sur les 10 dernières années, nous avons 1,98% de croissance sur les 10 dernières années. Semble-t-il que par rapport aux revenus d'il y a 10 ans, donc en 2012, nous serons à peu près pas très loin des revenus de 2012 par là.
Donc 1% en moyenne, d'accord? Et également ici, quand on regarde sur les 3 dernières années ici, juste pour voir si cette croissance-là accélère, donc on va regarder les 5 dernières années, on a voilà, presque rien, 0% de croissance. Sur les 3 dernières années ici, on a à peu près aux alentours de moins 3,80% de croissance. Donc, on est déjà en période de décroissance actuellement. Il faut faire attention par rapport à ça. Donc, la dernière fois qu'on a eu ce genre de situation-ci, c'était en 2008-2009. Donc, vous commencez à voir où est-ce qu'on s'en va. Donc, faites attention avec cette compagnie-ci. OK? Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise entreprise. Mais déjà, le revenu ici, il va falloir le normaliser. Donc, si on va normaliser le revenu ici, il faut également normaliser les free cash flow, etc. Donc, ça veut dire que maintenant, cette compagnie doit avoir la capacité de souffrir. C'est-à-dire qu'en période difficile, est-ce qu'elle a, premièrement, une dette qui peut être gérable? Donc, ici, quand on regarde le gross margin ici, on constate que le gross margin ici fait des yo-yo, mais ce n'est pas une entreprise qui a jamais des gross margins élevés. D'accord? En termes de moyenne, ici, vous pouvez voir que les gross margins ici, sur les 20 dernières années, on est aux alentours de 12% ici. Sur les 10 dernières années, nous sommes aux alentours de 14%. Sur les 5 dernières années, nous sommes également aux alentours de 14%. OK? Donc, en termes de net income ici, d'accord, qu'est-ce qu'elle a l'habitude de rapporter ici? On prend les net income, on va les comparer avec les free cash flow. C'est une compagnie, je pense que c'est une compagnie canadienne. Donc, on va la comparer ici avec les free cash flow. Donc, on n'a pas de problème par rapport à ça. On compare les net income avec les free cash flow. On est mis sur la même ligne ici. Vous constatez que quand je mets ma médiane des free cash flow ici, d'accord, on prend ça, boum, on pose. On prend également ça et on met ça en boum. Voilà. Donc, vous constatez ici que sur les 20 dernières années, les free cash flow médians sont de 880 millions, les net income médians 1 milliard. Sur les 10 dernières années, net income médian 1 milliard 890, free cash flow médian 1 milliard 540. Donc, sur les 20 dernières années, vous constatez que les free cash flow ont augmenté. On avait à peu près cette moyenne-là. À partir de 2008-2009, il y a eu un changement dramatique dans ce business-ci. Sans doute ici, voilà, l'entreprise a augmenté ses avantages concurrentiels ici. Elle a peut-être voilà, ouvert de nouveaux segments d'activité, fait de la croissance dans d'autres segments ou des choses comme ça, ce qui lui a permis de générer à peu près des marges plus élevées. D'accord? C'est la raison pour laquelle, en 2008, la dernière crise qu'on a eue ici dans ce secteur-là, les marges de 2008 sont plus élevées. Enfin, les revenus de 2008, ici, les revenus actuels sont plus élevés que ceux de 2008. OK? Vous constatez ici que, bon, par rapport à la période actuelle, on est à peu près revenu à la même moyenne que 2008. D'accord? Donc, si quelqu'un veut se protéger ici, il va se dire que, OK, je peux payer cette fois-ci 10 fois les bénéfices ou 15 fois les bénéfices par rapport à la moyenne à long terme ici. Mais il faut également voir que ce business-ci a également changé. Je peux également prendre les marges ici. Donc, margin. Donc, quand je prends les marges ici, net income margin, qu'est-ce que ça me donne ici? Je ferme ces deux-ci en termes de marge, juste pour voir à peu près est-ce qu'on a des marges qui se situent au même niveau que ce qu'on avait précédemment ici. Donc, si on prend les 20 dernières années, on a des marges plus élevées que ce qu'on a connu en 2008-2009. OK? Donc, on a des marges ici de 3,90% ici. Actuellement, on a 1,90%. Ça peut être temporaire également, donc il faut faire attention par rapport à ça. Donc, sur les 10 dernières années, on a 5,37%. Actuellement, on a 1,90%. Donc, actuellement, vous constatez que le secteur est en pleine... voilà. Il y a des nuages gris à l'horizon dans ce secteur, dans ce segment d'activité. D'accord? Donc, moi, en tant qu'investisseur, qu'est-ce que je dois prendre? OK? Premièrement, j'aimerais avoir des free cash flow ou bien des net income qui ressemblent à quelque chose que j'ai eu par le passé. J'aimerais avoir une certaine moyenne. Admettons que le business même a changé sur les 10 dernières années, sur les 10 dernières années. Donc, c'est une entreprise qui peut ramener à peu près en termes de moyenne de net income ici, donc laissant même les free cash flow de côté. Donc, on compare ici, parfois les free cash flow sont plus élevés ou moins élevés, mais on reste à peu près dans la même tendance. Donc, ici, c'est peut-être parce qu'on a investi massivement en capital, donc il faudrait toujours aller regarder ça parce que les net income ont tendance à être soit équivalent au free cash flow ou bien moins élevé que les free cash flow. Donc ici, la moyenne de net income la moyenne est de 1 milliard 890 millions sur les 10 dernières années. OK? Et les 10 dernières années ici commencent en 2012. Et 2012 ici, on a connu beaucoup de baisse. C'est une belle période pour cette compagnie-ci. D'accord? Parce que la dernière période de baisse, c'était à peu près en 2010. OK? Donc, on va se dire ici que sur les 10 dernières années, on est à peu près aux alentours de 1 milliard 890. OK? 1 milliard 890, c'est ce que je vais prendre ici. 1 milliard 890. 1 milliard 890 ici. Sur les 10 dernières années, sur les 5 dernières années, nous sommes à peu près à 1 milliard 950 pour la médiane des free cash flow. Vous constatez maintenant que ce sont les free cash flow qui sont plus élevés que les net income. Les net income ici sont de 1 milliard 790. Sur les 3 dernières années, on a quelque chose de plus élevé, 2 milliards de free cash flow ici. Donc, à 1 milliard 890 ici, je pense qu'on est à peu près correct. OK?
Donc, dans tous les cas de figure, on n'essaye pas d'avoir précisément raison, on va avoir le moins tort possible. Maintenant, en termes de PER, donc je vais prendre ici des price to earning ici, vu que j'ai pris les net income. Sur les 12 derniers mois ici, vous constatez qu'on a ceci, on prend ça, on prend la médiane ici. Le marché paye généralement 11 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. Sur les 20 dernières années, on paye 11 fois les bénéfices. 10 dernières années, on paye 10 fois les bénéfices. 5 dernières années, on paye 10 fois les bénéfices. Attention, ça ne veut pas dire qu'on paye 24 fois les bénéfices ici. Les bénéfices nets actuels sont plus bas que ce qu'on a connu en moyenne. Donc, c'est peut-être plus bas que ça. D'accord? Le véritable PER est légèrement plus bas que ça si on est en situation normale. Donc, ici, on paye généralement 11 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. Je vous avouerai que je ne suis pas surpris. C'est assez... Voilà. Le marché paye très peu cher pour ce genre de compagnie ici. Donc, 11 fois les bénéfices, ce sera le PER qu'on va avoir ici. Donc, on va avoir ici 11 fois les bénéfices. D'accord? Et je vous ai déjà dit qu'à 11 fois, 10 fois les bénéfices ici, à 10 fois les bénéfices, je ne prends pas en considération la dette nette. Okay? Si je prends en considération la dette nette, je sais que je suis déjà assez pessimiste. D'accord? Donc, quand on prend maintenant le niveau de dette nette de cette compagnie-ci, donc, net dette ici, est-ce qu'on a un niveau de dette ici assez acceptable? Alors, voilà. Nous avons un niveau de dette net ici aux alentours de 3 milliards 410. OK? Ce n'est pas une entreprise qui a l'habitude d'avoir de la dette. OK? Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on a de la dette ici aujourd'hui. Est-ce que c'est parce qu'on a fait une acquisition? Pour une interrogation. Quand on va peut-être regarder les acquisitions ici, est-ce qu'on a fait une acquisition? L'acquisition. Et voilà, vous constatez que le niveau de dette augmente quand on fait l'acquisition ici. Donc oui, la dette ici est peut-être liée à l'acquisition qu'on a effectuée ici parce que d'habitude, ce n'est pas une entreprise qui a de la dette. Donc il y a de fortes chances que cette entreprise-ci rembourse cette dette-ci avant le prochain cycle. En tout cas, il faudrait qu'elle le fasse rapidement. D'accord? Sinon, on va se retrouver avec de la dette quand le cycle se retourne. Ce n'est pas si mauvais si elle arrive à se gérer ici. Dans tous les cas de figure, ici, la dette nette est aux alentours de 3 milliards 490. Le nombre d'actions ici, donc vous allez constater une chose, c'est pour ça que j'aime cette compagnie. Cette compagnie a racheté massivement ses actions entre 2011 et 2018. Près de 300 millions. Donc, elle a racheté à peu près plus de la moitié de ses actions, enfin, à peu près presque la moitié de ses actions ici. On avait 500 millions et on a à peu près 490 millions ici et aujourd'hui, on se retrouve à 290 millions. J'aime ça. Donc ici, sachez que quand on rachète vos actions, ça augmente vos bénéfices nets ici par action. Donc pour une compagnie qui se négocie généralement des PE très très peu élevés, il est important de racheter les actions, peut-être également distribuer les dividendes, ou bien vous pouvez juste faire l'un ou l'autre. Donc ici, on va prendre ici 299 millions d'actions ici. Donc 299, OK. Maintenant, on a tous nos éléments nécessaires. La croissance, je vais mettre 0 ici. Le revenu, on ne va pas le prendre ici. Le free cash flow ici, on avait dit qu'on serait aux alentours de 1,890 milliard. Free cash flow moyen sur les 10 dernières années. Donc, 1 milliard, donc c'est le net income sur les 10 dernières années ici. Et comme je vous l'ai dit, le net income est souvent similaire au free cash flow ici. D'accord? Ici, actuellement, la période actuelle, le free cash flow est plus élevé que le net income. Mais en moyenne, ici, vous avez les net income plus élevés que les free cash flow. Il y a une raison par rapport à ça. Parce que de toute façon, les deux doivent aller dans le même sens. OK? Donc, je prends 1,890 milliard ici. D'accord? Donc, 1,890 milliard ici multiplié par 11 fois les bénéfices. D'accord? Moins la dette nette de 3,410 milliards. Ça donne une valorisation ici aux alentours de 17 milliards 390. Divisé par le nombre d'actions ici, 299 millions d'actions. Valorisation, 58 $ l'action. Actuellement, on cote à combien? À 56 $ l'action. OK? Donc, à X11 égale 58 $ l'action. OK? Ça prend en considération la dette. OK? Si je ne prends pas en considération la dette, je prends 11 fois les bénéfices ici, multiplié par 1,890 milliard, d'accord, divisé par le nombre d'actions à 3,410 milliards. Si on ne prend pas en considération la dette, on aura à peu près, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Donc, ça me donne ici à peu près aux alentours de 27,90 divisé ici par le nombre d'actions, 299 millions d'actions. Ça donne ici à peu près 69 $ l'action. Donc, sans prendre en considération la dette à 11 fois les bénéfices, nous serons aux alentours de 69 $ l'action par là. OK? Maintenant, si cette compagnie-ci vous reverse la totalité des free cash flow en termes de dividendes en date d'aujourd'hui, par rapport au prix actuel, vous aurez un rendement de combien? Vous aurez un rendement à peu près de 11%. OK? 11% de rendement. C'est pour ça que je dis que le prix actuel est correct. Si on prend en considération
l'industrie dans laquelle cette entreprise opère. Si vous achetez cette compagnie ici aujourd'hui, il faudrait d'abord vérifier qu'est-ce qu'on fait exactement. Et également, pourquoi est-ce qu'on pense qu'on aura de l'avenir dans le futur, notamment avec les voitures électriques, d'accord? Et il faut également vérifier au niveau au niveau de la taille de nos compétiteurs, quelle est la taille du marché, quelle est la stratégie de croissance à long terme. OK? Et également, il faut avoir la capacité de souffrir. Qu'est-ce qu'elle dit par rapport à la dette? Est-ce que le remboursement de la dette est une priorité? C'est la question que moi, je me pose. Donc ici, nous avons une entreprise également qui distribue un dividende. D'accord? Donc, quand on prend ici dividende, nous avons le dividende par action ici. Vous allez voir ici que je vais le mettre ici en termes annuellement. D'accord? Vous voyez ici que nous avons une entreprise qui paye un dividende ici à peu près soutenu depuis 1999. Et depuis 1999, ici, on a un dividende à peu près soutenu année après année. Oui, on a peut-être eu une réduction ici en 2008. En 2009, on n'a pas eu de dividende ici, d'accord? Mais depuis à peu près 2010, le dividende est de plus en plus croissant. Actuellement, on a 1,74 $. OK? Rappelez-vous qu'on gagne en moyenne 1,890 $, divisé par, ici, le nombre d'actions actuelles, 299. Donc, on a à peu près 6,32 $ par action en moyenne et on paye 1,74 $ en termes de dividendes. Donc, il y a encore une marge de manœuvre pour la croissance. Donc, le dividende ici de 3,15% est assez safe. Et même si certains regardent ici et se posent la question à savoir que oui, mais c'est l'entreprise, c'est uniquement sur les 10 dernières années qui rapporte 1,890 $. Regarde un peu la croissance sur les 20 dernières années. Elle a combien en termes de moyenne? Elle a une moyenne ici de 1 milliard. Admettons même que le 1 milliard devient le nouveau paradigme. Donc le 1 milliard ici, d'accord, ça nous fera ici aux alentours de 11 milliards. 11 milliards ici divisé par 299 millions d'actions ici, on est aux alentours de 37 $ l'action. C'est pas si loin que ça. Donc on va se dire que l'entreprise est surévaluée par rapport à la moyenne sur les 20 dernières années. Mais attention, cette compagnie a beaucoup changé entre-temps. Donc est-ce qu'il est judicieux de prendre les 20 dernières années? Point d'interrogation. Moi, je prends les 10 dernières années. Et même si je me trompe ici à la fin de la journée, je sais que dans ce genre de compagnie-ci, je ne vais pas aller avec une grosse partie de mon portefeuille, une grosse partie de mon pourcentage. Le dividende ici, il est safe, mais quand vous lisez les rapports financiers, vous vous rendez compte que ce n'est pas une entreprise qui est faite pour disparaître du jour au lendemain. Elle est là pour durer. D'accord? Donc, ne vous inquiétez même pas pour ça. Donc, le dividende ici, il est safe. Si elle vous distribue la totalité des dividendes moyens ici, des bénéfices nets moyens ici, vous aurez un rendement d'à peu près supérieur à 11% ici aujourd'hui. Et c'est ça qui nous intéresse. Également, elle rachète massivement ses actions. Il y a un calcul que je vais vous montrer ici, qu'on appelle généralement le shareholder. Non, pas le share. Je ne vais pas vous montrer le shareholder yield. Donc, on va prendre le buyback yield. Donc, si on prend le buyback yield plus le dividend yield ici, le dividend yield ici. On compare les deux. Voilà. Donc, je vais juste mettre ça ici, dividend yield. On va le mettre ici sur les 12 derniers mois, trailing 12 months, donc last 12 months. OK. Nous avons une entreprise ici qui a racheté ses actions. Dépendamment du prix auquel elle a racheté ses actions, ça représente un rendement de 5,21% si elle vous avait distribué cet argent-là au total. Au lieu de racheter les actions, si elle vous avait distribué l'argent qu'elle a utilisé pour acheter les actions sur ces 12 derniers mois ici, vous aurez eu un rendement à peu près de 5% en supplément de vos dividendes actuels. Donc si on joint les deux ici, on a 8% de rendement par rapport au coût actuel. D'accord? C'est ce qu'on appelle généralement le shareholder yield, donc le buyback plus le dividend yield. C'est ce qui est rentré dans vos poches. Donc, si on prend par rapport au prix actuel, on est aux alentours de 10%. Pour ceux qui ont acheté l'entreprise en 2020, en mars 2020, votre prix actuel, votre prix par rapport au shareholder yield, donc si l'entreprise vous distribuait la totalité de l'argent qu'elle a dépensé, non seulement pour le dividende, plus l'argent qu'elle a dépensé pour le rachat d'actions, au prix de 25 $ ici, si on vous le distribue en termes de dividendes, d'accord, vous aurez eu un rendement de 35%. D'accord? 35%. Donc, aujourd'hui, par rapport au prix actuel, vous avez un rendement de 10%. Donc, le dividende qu'elle verse plus le buyback. Donc, c'est le shareholder yield. OK? Donc, quand vous regardez ici ce genre de compagnie, il faut penser en termes de free cash flow yield. C'est-à-dire que si l'entreprise vous distribue la totalité des free cash flow ici en termes de dividendes, quel est le rendement que vous allez avoir? En date d'aujourd'hui, le rendement que vous allez avoir va se situer aux alentours des 4%. Mais attention, les free cash flow actuels sont moins élevés que d'habitude. Il faut faire attention par rapport à ça également. Donc, nous avons une belle entreprise.
ici, dans un secteur cyclique qui a la capacité de souffrir. Actuellement, il rapporte à peu près aux alentours des 1,8 milliard par là, même si les revenus actuels seront moins élevés que d'habitude, même si les free cash flow seront moins élevés que d'habitude. Actuellement, elle rapporte à peu près 900 millions en termes de free cash flow en date d'aujourd'hui, mais c'est par rapport à la conjoncture actuelle. Donc, maintenant, est-ce qu'il est judicieux qu'elle paye un dividende? Parce que le 3% ici, 3% ici, c'est à peu près 1,79 $, donc plus multiplié par 299 millions d'actions. On est à peu près un peu moins de 500 millions par là, juste pour les dividendes. Donc, il nous reste à peu près 400 millions pour la dette. Donc, j'aimerais plutôt qu'elle coupe ce dividende-là pour acheter la dette, pour rembourser la dette rapidement ici, avant que le cycle ne se retourne totalement. Également, vous ne pouvez pas, il faut également voir quels sont les contrats qu'elle va signer ici. Peut-être qu'également l'entreprise, elle a toujours été correctement bien gérée, donc peut-être qu'également elle sait ce qu'elle a en train de faire présentement. Mais tant que je n'ai pas lu les rapports financiers, je ne peux pas savoir exactement où est-ce qu'on s'en va. Pour le moment, j'aime bien ce que je vois ici. Par rapport à l'entreprise, même je dirais que le prix actuel l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. Si la croissance, si le marché de l'automobile ne se retourne pas, on a une opportunité d'investissement ici. Si le marché de l'automobile se retourne également, il faut savoir que le prix actuel n'est juste pas mauvais pour avoir la capacité de souffrir. OK? Alors, après ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire également? Ça sera le cas pour toutes les autres entreprises, que ce soit Continental, qui est une entreprise européenne ici, Continental AG, donc qui est également, comme vous allez voir ici, vous allez voir que c'est une entreprise qui se négocie à des PER qui sont assez bas ici. C'est parce que le cycle est en train de se retourner. Vous allez également voir des compagnies comme Linamar, c'est une compagnie également canadienne. Donc Linamar également, vous allez voir qu'on se négocie à des PER très peu élevés ici. Pourtant, c'est également une très très belle entreprise dans le secteur de l'automobile. OK, dans le secteur des prestations, enfin, je sais, dans le secteur de la sous-traitance pour le segment automobile ici. Donc, Magna a la capacité de souffrir, d'accord? Encore plus si elle rembourse la dette, le niveau de dette ici, d'accord? Donc, le cycle actuel, il faut faire attention, il pourrait se retourner rapidement. Le dividende ici, il est safe, mais également, rappelez-vous qu'elle a déjà coupé son dividende en 2010 ici, donc elle pourrait également le couper, et j'espère même qu'elle va le couper, au moins pour rembourser la dette plus rapidement. C'est de manière temporaire, parce que cette compagnie, dans 10-20 ans, continuera à exister. OK? Donc, elle est en train de consolider un secteur d'activité qui est assez fragmenté ici. Donc, pour Magna International, on va se dire que l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. On a une valuation aux alentours de 58 € ici, 58 $ ici. Mais attention, on a déjà enlevé dans ce prix-là la dette. Si on n'enlève pas la dette ici, on pourra avoir quelque chose d'assez intéressant. Mais également, il faut toujours enlever la dette ici pour cette compagnie cyclique-ci parce que ça pourrait se retourner rapidement. Donc, on est assez conservateur dans notre analyse. Ça reste une très belle entreprise, mais également, il faut savoir où est-ce que vous mettez les pieds? OK? Ne vous attendez pas à un bon wow d'ici demain matin. Il faut voir que quand les taux d'intérêt augmentent, ce secteur d'activité sera très, très impacté négativement. OK? Donc maintenant, c'est le moment de faire des économies. D'accord? C'est le moment de réduire les coûts et c'est le moment d'avoir le moins de dettes possible. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.